Marilyn Monroe, l'une des plus grandes icônes d'Hollywood, était une figure glamour que le monde ne pouvait quitter des yeux. Cependant, derrière cette vie glamour se cachait une vie pleine de souffrance et de mystère. D'une orpheline vivant dans un orphelinat, Monroe est devenue la reine du grand écran. Mais ses batailles intérieures et ses relations compliquées l'ont conduite à une fin tragique à l'âge de 36 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marilyn Monroe? Explorons cette histoire touchante et incroyable. De Norma Jean à Marilyn de la transformation. Marilyn Monroe, l'une des plus grandes légendes d'Hollywood, a commencé sa vie sous le nom de Norma Jean Mortenson le 1er juin 1926 à l'hôpital général du comté de Los Angeles. Cependant, dès sa naissance, elle est confrontée à l'instabilité et à de graves difficultés. Sa mère, Gladys Baker, souffrait de graves problèmes de santé mentale, ce qui a empêché Norma Jean d'être élevée dans une famille stable. Peu après sa naissance, sa mère n'a pas été en mesure de s'occuper d'elle et Norma Jean a été placée dans des orphelinats et des foyers d'accueil. Les débuts de Norma Jean ont été marqués par une série de changements constants. Elle a connu 12 familles d'accueil et un orphelinat, sans aucune stabilité. Cependant, dans ces moments les plus sombres, elle trouvait du réconfort dans de longues après-midi de rêve au cinéma, où elle s'immergeait dans le monde coloré et lumineux d'Hollywood. Fin 1944, le photographe David Conover, envoyé par le capitaine Ronald Reagan pour photographier les ouvrières de l'industrie des munitions, repère Norma Jean alors qu'elle travaille à l'usine. Sa présence devant l'appareil photo attire immédiatement l'attention de Conover et Norma Jean entame rapidement une carrière de mannequin. Elle signe rapidement avec la Blue Book Model Agency et devient l'un des mannequins les plus célèbres. En 1946, elle avait fait la couverture de 33 magazines, un exploit incroyable dans l'industrie de la mode. Cependant, le plus grand changement dans la vie de Norma Jean est sa transformation en Marilyn Monroe. Sous la direction de l'agent Emmeline Snively, elle décide de changer d'apparence pour correspondre à sa nouvelle image. Norma Jean a lissé ses cheveux bruns naturellement bouclés et les a teints en blond platine, ce qui a modifié non seulement son apparence, mais aussi la façon dont le public l'apercevait. Ce changement est considéré comme la clé de l'élargissement de ses perspectives de carrière. Le changement est enfin achevé lorsqu'en août 1946, Norma Jean signe un contrat avec la 20th Century Fox. L'agence de talent du studio l'aide à recréer son image. En choisissant le nom Marilyn, d'après la star de Broadway Marilyn Miller, et Monroe, d'après le nom de jeune fille de sa mère. En entrant à Hollywood avec un nouveau nom, Marilyn Monroe ne s'est pas contentée de miser sur son apparence séduisante. Elle a également consacré beaucoup d'efforts à l'apprentissage et à l'amélioration de ses compétences. Elle prend des cours de théâtre, de chant et de danse, et étudie la réalisation de films pour mieux comprendre sa carrière. Bien qu'elle ait commencé comme mannequin et star de cinéma discrète, Marilyn s'est progressivement imposée comme une actrice talentueuse grâce à son dévouement. Toutefois, cette transformation s'inscrit également dans le cadre de son profond conflit intérieur. La transformation de Norma Jean en Marilyn Monroe n'était pas seulement un changement d'apparence, mais aussi un processus douloureux et difficile, marquant l'acceptation d'une nouvelle identité. Les questions relatives à l'identité de Marilyn Monroe et à la vérité sur sa vie restent un mystère sans réponse. Marilyn Monroe est passée de la pauvreté à la célébrité hollywoodienne grâce à une combinaison de talent, d'apparence frappante et d'une stratégie d'image astucieuse. Mais comment son parcours a-t-il commencé? L'ascension vers la célébrité hollywoodienne. Son chemin vers la célébrité commence en 1950, lorsqu'elle apparaît dans 2 films, remarquables et acclamés par la critique, The Asphalt Jungle, La jungle d'asphalte, et All About Eve, Tout sur Eve. Bien qu'elle n'ait eu que des rôles secondaires, ses performances ont attiré l'attention des directeurs de studio, ce qui l'a rapprochée d'une carrière cinématographique. Dans The Asphalt Jungle, 1950, et All About Eve, 1950, elle apparaît dans de brèves scènes, mais fait forte impression sur le public et la critique. Ses rôles, bien que peu importants, ont jeté des bases solides pour la carrière de Monroe. La plus grande percée de la carrière de Monroe a eu lieu en 1953, lorsqu'elle a joué dans Niagara, son premier rôle principal, dans lequel elle incarnait une femme séduisante, intrigante et dangereuse.
Sa célèbre démarche de 30 secondes dans le film est devenue une icône du cinéma américain, renforçant encore sa notoriété aux yeux du public et des cinéastes. Son film suivant, Gentlemen Prefer Blondes, 1953, l'a consacré blonde idiote, image qui deviendra la marque de sa carrière. Son rôle de Lorelei Lee, ambitieuse et séduisante, a fait de Monroe un symbole du glamour et de la féminité des années 1950. L'image de la blonde idiote est devenue la marque de fabrique de Monroe, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Un autre film notable de 1953 est Comment épouser un millionnaire, dans lequel Monroe, ainsi que Betty Grable et Lauren Bacall, incarnent 3 femmes à la recherche d'un riche mari. Bien que ses rôles soient principalement comiques et émotionnels, c'est l'occasion pour Monroe de montrer ses talents d'actrice, notamment en combinant charme et humour. Grâce à ses performances dans ces 3 films, Monroe est devenue non seulement une star, mais aussi un symbole du glamour et de la féminité des années 1950. Elle devient l'une des artistes les mieux payées d'Hollywood à l'époque et attire l'attention de grands cinéastes. Cependant, malgré son grand succès, Monroe ne veut pas être cataloguée dans l'image de la blonde idiote. Cette détermination l'amène à s'inscrire à l'Actors Studio, où elle étudie avec Lee Strasberg. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière d'actrice. Pendant ces années à l'Actors Studio, elle se consacre au perfectionnement de ses talents d'actrice, de chanteuse et de danseuse, ainsi qu'à l'apprentissage de la réalisation de films auprès de professionnels de l'industrie. Cela lui a permis d'affiner ses performances, notamment dans Bus Stop, 1956, et Some Like It Hot, 1959, où elle a montré sa maturité en tant qu'actrice, non seulement en tant qu'icône de beauté, mais aussi en tant qu'artiste à part entière. Son rôle dans Certains l'aiment chaud, 1959, marque un tournant majeur dans la carrière de Monroe. Elle y démontre ses grandes capacités comiques, créant des rires inoubliables tout en conservant le charme et la grâce qui la caractérisent. Le film lui a valu le Golden Globe Award de la meilleure actrice, consolidant ainsi son statut d'icône de beauté et d'actrice talentueuse. En 1961, Monroe continue de prospérer, notamment avec The Misfits 1961, son dernier film. Malgré ses problèmes personnels et de santé, elle offre une performance émouvante et puissante dans le rôle d'une femme perdue dans une relation troublée. La carrière de Monroe, bien que brève, puisqu'elle n'a duré que 9 ans, a laissé une marque indélébile sur le public et l'histoire du cinéma. Elle a joué dans 11 films et a rapporté environ 200 millions de dollars au moment de sa mort en 1962. Les réalisations de Monroe ont été récompensées par des prix importants, notamment le prix Henrietta du film préféré du monde et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1960. Son héritage n'est pas seulement celui d'une star de cinéma étincelante, mais aussi un symbole intemporel de la féminité, du glamour et de la force intérieure que seule Marilyn Monroe pouvait apporter. Mais sous l'apparence radieuse et le sourire captivant que le monde entier connaît, Marilyn Monroe a dû faire face à de profondes luttes personnelles et à des problèmes mentaux et émotionnels persistants. Derrière le glamour, les luttes personnelles. Bien qu'elle se soit forgée une image légendaire de star hollywoodienne, derrière les projecteurs, Monroe a toujours été confrontée à des aspects sombres de sa vie, des choses que peu de gens connaissaient. Ces luttes témoignent du prix élevé de la célébrité et du fardeau qu'elle représente. Monroe n'a pas manqué d'amour, mais elle a vécu une enfance marquée par la douleur et la perte. La mère de Monroe, Gladys, souffrait d'une maladie mentale et était souvent hospitalisée, laissant Monroe et sa sœur dans des foyers d'accueil. Cela a créé chez elle un traumatisme profond qui l'a affectée psychologiquement pour le reste de sa vie. Elle souffrait de troubles bipolaires, une maladie mentale qui la faisait passer de l'euphorie à la dépression. Cette insécurité est exacerbée par les luttes de Monroe contre l'anxiété sociale, l'angoisse de parler en public et le sentiment d'isolement dans le monde hollywoodien. En 1961, elle est admise à la clinique psychiatrique Payne Whitney, où elle souffre d'une grave psychose. Elle est placée en isolement temporaire et entame un parcours de traitement psychologique intensif. Le docteur Hyman Engelberg, l'un de ses médecins, confirme que Monroe souffre d'un trouble maniaco-dépressif ou trouble bipolaire, et son traitement comprend des séances régulières de psychothérapie. Malgré les interventions médicales, Monroe n'a pas pu échapper à ses luttes internes.
Elle était constamment confrontée à des sentiments de culpabilité, de faible estime de soi et d'autocritique, que son entourage ne parvenait pas à comprendre. Au cours d'une séance, elle confie « Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois faire face, mais ce n'est pas facile de le faire seul. » Tout en essayant de trouver une stabilité émotionnelle. Monroe est également confrontée à une dépendance à la drogue. Après une longue période de stress et d'insomnie, elle a commencé à utiliser des sédatifs et des somnifères tels que le Nembutal et l'hydrate de chloral, combinés à du champagne pour l'aider à dormir. Elle a également consommé des amphétamines pour contrôler son poids et conserver l'énergie nécessaire à son travail exigeant. Cette combinaison était extrêmement dangereuse, car elle pouvait facilement se retrouver dans un état de confusion quant au dosage. Sa toxicomanie rendait Monroe peu fiable au travail, arrivant souvent en retard ou manquant même des prises de vue. Ses problèmes de santé l'ont rendue encore moins sûre d'elle, et elle s'est sentie piégée dans un cycle de célébrité et d'attente constante de toutes parts. Au fur et à mesure que sa vie progresse, le contraste entre la vie publique et la vie privée de Monroe devient de plus en plus évident. Bien qu'elle soit restée une icône du glamour et qu'elle ait fait l'envie de millions de fans, elle a souffert d'une extrême solitude. Sa santé mentale s'est détériorée au point qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des crises de panique et de dépression. La vie de Monroe a été une crise interne constante, non seulement en raison de ses problèmes de santé mentale, mais aussi de la pression exercée par le maintien d'une image publique, dont elle a été prisonnière tout au long de sa carrière. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à vivre comme ça », confie-t-elle un jour. D'autre part, l'icône hollywoodienne Marilyn Monroe est un exemple vivant des contradictions du système de védétariat de l'industrie cinématographique. Bien qu'elle ait été l'une des stars les plus en vue des années 1950, elle a dû faire face à une exploitation constante de la part du public et des patrons d'Hollywood. Le prix de la gloire. Dès le début de sa carrière, Monroe a été victime du système des studios hollywoodiens. Si les studios fabriquent les stars, ils contrôlent également leur vie et leur carrière. L'incident du film Gentlemen Prefer Blonde est un excellent exemple de l'injustice dont Monroe a été victime. Alors que sa covedette Jane Russell gagnait $200 000 pour le film, Monroe n'était payée que $1 500 par semaine, bien moins que ce qu'elle méritait. Cette disparité reflète la dure réalité d'Hollywood. Les stars ne sont souvent pas rémunérées à la hauteur de leur valeur et de leur influence. En outre, Monroe a toujours dû travailler dans un environnement sous haute pression, où les producteurs et les réalisateurs avaient un pouvoir absolu et où elle n'était pour eux qu'un outil destiné à générer des profits. Le contrôle des studios ne s'est pas limité à façonner sa carrière, mais s'est également immiscé dans sa vie privée, la transformant en un produit que les médias et le public avaient le droit de juger et de critiquer. Non seulement Monroe subit l'emprise des studios, mais elle est aussi la cible d'une surveillance constante de la part des médias. Non seulement ils traquaient chaque instant de sa vie privée, mais ils n'hésitaient pas à mettre en première page des informations agressives et sensationnelles. Les photos de Monroe nue, publiées pour la première fois par Hugh Hefner dans le magazine Playboy en 1953, sans son consentement, sont un exemple clair de l'exploitation dont elle a été victime. Bien qu'il s'agisse d'un acte contraire au respect de la vie privée, cet événement a contribué de manière significative au développement de la marque Playboy, tout en faisant de Monroe un sex symbol. Joan Collins, une actrice contemporaine, s'est souvenue que Monroe l'avait mise en garde contre les loups d'Hollywood, en référence à ceux qui exploitent et consomment les stars célèbres. Mais c'est Monroe elle-même qui a le plus souffert. Dans une interview, Monroe a déclaré « Être un sex symbole est un lourd fardeau à porter, surtout lorsque vous êtes fatigué, blessé et désorienté. Cet aveu montre que la célébrité n'apporte pas toujours la joie et le bonheur. Elle peut être une arme à double tranchant, apportant solitude et misère. » La lutte de Monroe contre le système hollywoodien atteint son paroxysme en 1954, lorsqu'elle décide de s'enfuir à New York et refuse de jouer dans un film de cow-boy classé Z que la 20th Century Fox voulait lui confier. Cette décision était audacieuse, non seulement parce qu'elle risquait sa carrière, mais aussi parce qu'elle représentait une protestation directe contre l'exploitation qu'Hollywood lui avait imposée. La réaction du studio a été rapide et féroce. Il l'a poursuivie pour rupture de contrat, a menacé de mettre fin à sa carrière et a refusé d'accéder à ses demandes de meilleurs rôles.
Après un an de négociations et de combats, Monroe remporte une victoire importante. Elle signe un nouveau contrat avec la 20th Century Fox, dans lequel elle est payée $100 000 par film et a le droit d'approuver le scénario, de choisir le réalisateur et même de décider du directeur de la photographie. Il s'agit d'un tournant majeur dans la carrière de Monroe, qui n'est plus une star entièrement contrôlée par les studios, mais une productrice indépendante ayant le pouvoir de décider des projets auxquels elle participe. Cependant, le combat de Monroe ne se limitait pas à la lutte contre les studios. L'industrie hollywoodienne du divertissement était également un système dans lequel les jeunes actrices devaient faire face à des demandes informelles, y compris des faveurs sexuelles, de la part des directeurs de casting. Monroe, avec sa popularité et son charisme indéniable, était l'une des victimes de ce système. En 1952, elle a coécrit l'article « The Wolves I Have Known », Les loups que j'ai connus, qui dénonçait les pratiques prédatrices d'Hollywood. Bien que l'article n'ait pas été très bien accueilli à l'époque, il a montré le courage de Monroe face à un système puissant et injuste. Le geste a même présagé le mouvement #MeToo des décennies plus tard. Parallèlement à ses victoires contractuelles et à son défi aux normes de l'industrie, Marilyn Monroe franchit une autre étape importante dans la réorganisation de sa carrière. En 1955, elle fonde sa propre société de production, Marilyn Monroe Productions, afin de reprendre le contrôle de son travail et de prendre ses distances avec les dirigeants des studios. Cette décision constitue un acte de rébellion puissant contre le système cinématographique traditionnel dans lequel les stars n'ont aucun contrôle sur leur carrière. Bien que cette initiative n'ait pas été bien accueillie par la presse, qui a fait ses gros titres en se moquant de son projet et en le dépréciant, Monroe a persisté dans son objectif. Elle obtient une interview cruciale avec le journaliste Edward R. Murrow, où elle explique le but et l'importance de la société de production. Bien que Marilyn Monroe Productions n'ait pas pu sauver sa carrière pour le reste de sa vie, il s'agit de l'un des plus grands triomphes de la vie et de la carrière de Monroe. Elle témoigne de son indépendance et de sa bravoure, même au prix d'un lourd tribut personnel. Grâce à l'audace dont elle a fait preuve au cours de sa carrière, Monroe a ouvert la voie aux futures actrices et a démontré qu'elle était un modèle de résilience, malgré les innombrables épreuves et l'exploitation dont elle a fait l'objet dans une industrie injuste. Bien que Marilyn Monroe soit une figure féminine très forte, sa vie amoureuse a été un voyage douloureux à la recherche de l'amour et de l'acceptation. Elle a été mariée 3 fois. Vous savez, relations et ruptures. James Dougherty. Le premier mariage de Monroe a eu lieu en 1994, alors qu'elle était jeune et cherchait à échapper à une situation familiale difficile. Ce mariage était motivé par les circonstances et un besoin de stabilité plutôt que par l'amour. Cependant, après que Dougherty se soit engagé dans l'armée, Monroe a eu l'impression que son mariage n'avait pas de lien réel. Le mariage a duré 4 ans et s'est terminé lorsque Monroe a commencé une carrière de maman, ce qui l'a amené à entrer dans l'industrie cinématographique. Bien que Dougherty ait déclaré plus tard qu'ils auraient toujours été ensemble s'ils n'avaient pas rejoint l'armée, Monroe a ressenti l'absence de ce lien. Joe DiMaggio. Son second mariage avec Joe DiMaggio en 1954 a réuni 2 stars du sport et du cinéma et a été largement considéré comme un conte de fées. Cependant, la relation n'a pas duré longtemps. DiMaggio, bien que profondément amoureux de Monroe, était connu pour sa nature jalouse et possessive. L'insécurité dans leur mariage s'est accrue, surtout lorsque Monroe est devenu un sexe symbole mondial, laissant DiMaggio dans un état de vulnérabilité et de jalousie. Leur mariage ne dura que 9 mois. Monroe citant plus tard la cruauté mentale comme raison de leur divorce. L'affection de DiMaggio pour Monroe n'a cependant pas faibli, puisqu'il a continué à envoyer des roses sur sa tombe 3 fois par semaine pendant 20 ans après sa mort, signe d'une dévotion sans faille. Arthur Miller, le 3e mariage de Monroe, avec le dramaturge Arthur Miller, a été le plus long. Ils se sont mariés en 1956, alors que Monroe traversait une grave crise de santé et de carrière. Malgré leurs grandes différences de carrière et de personnalité, Monroe a admis que Miller était l'homme qu'elle aimait le plus profondément. Dans son journal intime, elle décrit ses sentiments pour Miller, confiant que c'est la première fois qu'elle aime vraiment quelqu'un. Cependant, ce mariage n'a pas duré et a dû faire face à de nombreux défis. Au cours de leur vie commune,
Monroe a fait plusieurs fausses couches et a eu du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Leur relation n'en est que plus tendue. Ce mariage s'est terminé en 1961. Outre ces 3 mariages officiels, la vie de Monroe a également été associée à plusieurs autres relations célèbres, qui ont contribué de manière significative à la complexité de sa vie amoureuse. Frank Sinatra, la relation de Monroe avec la légende de la musique. Frank Sinatra est considéré comme l'une des plus importantes de sa vie. Sinatra, dont on dit qu'il a eu une profonde influence sur Monroe pendant sa crise, est devenu un protecteur et un ami de confiance. Ils ont entretenu une relation de compréhension mutuelle et de partage, en particulier pendant les périodes difficiles sur le plan mental et émotionnel. John F. Kennedy, la relation de Monroe avec le président John F. Kennedy est l'un des sujets les plus controversés et les plus mystérieux de sa vie. Bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve évidente d'une relation romantique entre les 2 hommes, les rumeurs d'une telle relation ont persisté pendant des années. Leurs conversations secrètes, en particulier pendant les dernières années de la vie de Monroe, ont soulevé encore plus de questions sans réponse. Monroe était toujours à la recherche du grand amour, mais sa célébrité et ses problèmes de santé mentale l'empêchaient d'entretenir des relations. Dans son mariage avec Arthur Miller, elle a trouvé l'amour, mais a aussi rencontré de nombreux défis. Ils étaient tous 2 talentueux, mais n'avaient pas de lien dans leur vie personnelle. Monroe confia un jour à son journal intime qu'elle craignait de devenir la femme d'un homme, persuadée que dans la vie, on ne peut jamais aimer quelqu'un d'autre que son conjoint. Mais la solitude amoureuse a toujours été une obsession, l'empêchant de trouver une paix totale dans la vie. Le mariage avec Miller semblait être la dernière chance de bonheur pour Monroe. Cependant, leur mariage troublé, marqué par des fausses couches et une déconnexion émotionnelle, a rendu Monroe encore plus seule et désespérée. Elle écrit dans son journal qu'elle se sent sans espoir et qu'elle déteste cet endroit parce qu'il n'y a plus d'amour ici. Ces luttes n'ont fait que souligner son combat constant contre les projecteurs et la solitude de la vie d'une star. Son divorce d'avec Miller n'est pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi la fin de la dernière tentative de Monroe de trouver un amour durable. La vie de Monroe a été hantée par un sentiment de solitude, bien qu'elle ait été entourée de l'aura de la célébrité. Au cours de l'été 1962, malgré de nombreux échecs, Marilyn Monroe tentait toujours de reconstruire sa carrière et sa vie personnelle. Elle a été licenciée et s'est même endettée. Cela paraît incroyable, mais c'est vrai. Les derniers jours et la fin tragique. Après avoir été renvoyée du film Something's Got to Give, le 8 juin, elle est confrontée à une crise majeure lorsque la 20th Century Fox lui intente un procès pour $500 000, affirmant que son absence a coûté $2 millions au film. Cependant, l'attrait de Monroe ne se dément pas et de nombreuses opportunités de carrière s'offrent à elle. Elle reçoit une offre de $55 000 par semaine pour apparaître dans une boîte de nuit de Las Vegas, ainsi que l'intérêt du réalisateur J. Lee Thompson pour le film The Guns of Navarone, et un rôle potentiel dans un projet du producteur Sam Spiegel. Plus important encore, la Fox rouvre les négociations pour qu'elle revienne dans Something's Got to Give, et une autre opportunité se présente lorsqu'une nouvelle comédie musicale basée sur un scénario d'Anita Loos lui est proposée. La dernière journée de Marilyn Monroe, le samedi 4 août 1962, a été remplie de conversations téléphoniques. Elle rendit visite à sa coiffeuse Agnes Flanagan le matin et parut déprimée en tenant un tigre en peluche qu'elle venait d'accoucher. Dans l'après-midi, Monroe a appelé son psychiatre, le docteur Ralph Greenson, qui note qu'elle semble un peu déprimée et un peu droguée. Le soir, elle continue à discuter avec le couturier Henry Rosenfeld de 20 à 21 heures. Elle semble alors hébétée. Un appel ultérieur, à 21h30, lui a permis de s'entretenir avec le couturier Henry Rosenfeld, qui semblait hébété, à son coiffeur Sidney Gilaroff, dans lequel Monroe exprime son désespoir face à la trahison des hommes haut placés. Vers 3 heures du matin. Le 5 août, la femme de ménage de Monroe, Eunice Murray, a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle a vu que la lumière de sa chambre était toujours allumée et qu'elle ne réagissait pas. Le docteur Greenson a été appelé et est entré dans la chambre en brisant une fenêtre, trouvant Monroe sans réaction. La police a été appelée à 4h20 du matin.
et est arrivé sur les lieux dans les 5 minutes qui ont suivi. Le bureau du médecin légiste a conclu à un suicide probable, tandis que le rapport de police soupçonnait un accident. Les analyses toxicologiques ont révélé des traces d'hydrate de chloral et de pentobarbital dans le sang et le foie de Monroe. Les enquêteurs ont indiqué que moins de 40% des victimes de suicide laissent une note, ce qui explique pourquoi Monroe n'en a pas laissé. L'enquête a été rouverte en 1982, mais les résultats ont toujours confirmé la conclusion initiale selon laquelle la mort de Monroe était probablement un suicide. La mort tragique de la plus grande star d'Hollywood à l'âge de 36 ans a marqué la fin d'une époque, laissant de nombreuses questions sans réponse qui ont continué à alimenter les spéculations et les enquêtes pendant des décennies. Que pensez-vous de la vie douloureuse de Marilyn Monroe? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et